Bienvenue dans Passage des Arts. Mon invité, c'est l'un des grands noms de l'architecture française. Créatif, il utilise des bétons innovants. On lui doit notamment, parmi tant d'autres réalisations, le pavillon noir à Aix-en-Provence, le département des arts de l'islam au Louvre ou encore, bien sûr, le Mucem de Marseille. C'est Rudy Ricciotti. Bonjour Rudy Ricciotti. Bonjour Claire. Merci de venir nous voir dans Passage des Arts. Il y a d'innombrables projets en cours, vous allez nous en parler, aussi bien d'ailleurs dans le sud de la France que partout dans le monde. Vous écrivez aussi des choses volontiers pamphlétaires, notamment L'exil de la beauté, c'est votre dernier ouvrage. Alors avant de parler de ce travail, de vos projets, de votre style, de la façon que vous avez de concevoir votre métier d'architecte, on s'est demandé comment serait le monde si Rudy Ricciotti n'existait pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, je fais mon discours. Profitez-en, suivez-moi. Si Rudy Ricciotti n'existait pas, le monde serait... Déchiqueté. Rudy Ricciotti est architecte. Mais nous n'avons pas le droit, nous, architectes, de nous qualifier comme des artistes. Rudy Ricciotti est né en 1952 en Algérie. Du monde de l'Orient et même du monde de la Méditerranée. Rudy Ricciotti a étudié à Genève, puis à l'École nationale d'architecture de Marseille. Mon vrai projet de réforme, c'est de faire que l'enseignement d'architecture devienne une école militaire. Rudy Ricciotti entre en architecture avec un premier geste radical et remarqué en 1994, le Stadium de Vitrolles, salle de rock puis omnisport, un bloc en béton noir piqueté de triangles rouges. Vous trouvez ça choquant, vous? Rudy Ricciotti est un amoureux du béton à la manière de Le Corbusier ou d'Oscar Niemeyer. On peut, avec la même matière, le béton, raconter l'espace aussi avec autant de conviction. Qu'il sculpte comme de la dentelle pour le Mucem à Marseille, inauguré en 2013. Le Mucem n'est pas que le musée lui-même. Le Mucem, c'est un territoire. Et en 20 ans, il a marqué le territoire français de ses créations, avec notamment le centre chorégraphique d'Aix-en-Provence ou le mémorial du camp de Rivesaltes. Un projet qui s'enfonce, qui disparaît dans le sol, qui cherche ses propres racines physiques. Rudy Ricciotti se présente comme un architecte provençal, provincial, maniériste pour cet amoureux de Barbet d'Aurevilly et sans ambition internationale. Aujourd'hui, l'ambition d'un architecte, c'est de dire « je suis un architecte global, dans le jet lag », ce qui est d'une vulgarité incroyable, tu vois. Rudy Ricciotti couche sa faconde provençale sur le papier avec une trentaine d'ouvrages comme L'architecture est un sport de combat ou encore Je te resserre un pastis, un dialogue avec lui-même. Une descente de, je sais pas, de vodka en quantité ultra violente. Rudy Ricciotti a reçu le Grand Prix national de l'architecture en 2006. Ici, tout est possible. Je trouve ça extraordinaire. Et a été l'objet du documentaire de Laetitia Masson, L'Orchidoclaste en 2013. C'est ça, être architecte. C'est s'exposer pour protéger les autres. Rudy Ricciotti propose une architecture guerrière, charnelle et allégorique. C'est toujours un lieu puissant. En fait, si Rudy Ricciotti n'existait pas, le monde serait moins Bienveillant. Ça vous laisse pantois. On va croire que je n'ai que le même pull vert, c'est incroyable. Non, vous êtes fidèle à ce Non, mais pull c'est confortable. incroyable, ça fait des années que je l'ai, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis aujourd'hui, et je le retrouve sur une vieille émission. C'est peut-être un vêtement fétiche et on en est très heureux. D'où ça vous vient, Rudy Ricciotti, l'envie de bâtir? Est-ce que c'est par le dessin d'abord, dans votre enfance ou dans votre jeunesse? Ou plus globalement, j'allais dire, l'envie de construire? Écoutez, le dessin, non. Non, parce que c'est j'ai pas le sorti un dessin. livre. J'ai sorti un livre qui s'appelle Première ligne, où j'attaque le dessin. Je démonte totalement le caractère vaniteux du dessin, dont la lenteur est absolument épuisante, jusqu'à constater que j'ai même vu un confrère dessiner sa main en train de dessiner. Oui. Enfin, souvent, un architecte dessine. Oui, ça nous vient oui, je le fais. Mais moi, je le fais de l'esprit. manière névrotique, juste pour vérifier mes égarements, mes anxiétés. Et je dessine a posteriori, après avoir dit. C'est tout à fait l'inverse. Mais votre père travaille dans le bâtiment. Mon père est un homme du bâtiment, quelqu'un à qui je dois beaucoup, et qui m'a mené quand j'étais enfant sur ces chantiers. Voilà. Et de cette enfance passée principalement, on vous voit ici d'ailleurs, petit garçon, en Camargue. Là, c'est à Alger. Après, vous allez passer cette enfance en Camargue, dans le sud de la France. Vous en gardez d'ailleurs l'accent. Oui. C'est votre origine. Vous dites que cette enfance était faite de silence et de solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'étais, pendant un long moment, j'étais entre un canal et un étang. Et comme j'étais l'aîné,
Je pêchais des crabes, je ramassais des clovis, je ramassais des moules. Et c'était un moment de solitude, de grande solitude. Mais à l'école, vous ne trouviez pas une collectivité ou... Non, j'étais très timide quand j'étais enfant, très timide. Et j'ai passé une enfance oui, presque de pêcheur, presque autiste. Je parlais aux crabes. Vous imaginez, j'aurais pu y laisser des traces. Donc, mais je connaissais tout de l'étang qui était derrière chez moi. Je savais à tel endroit il y avait des sols, à tel endroit il y avait des crabes, à tel endroit il y avait des muges. Et ce rapport très salin au territoire m'a nourri. Et je pense même m'a donné la santé que j'ai. Et l'envie de liberté, ce que vous avez toujours exprimé dans votre travail, ça vient de là? Je pense que l'envie de liberté est arrivée plus tard. Je répète, j'étais timide. Elle est venue plus tard quand j'ai vu qu'il y avait des neuroprogrammations linguistiques par des mots que je refusais. Parce qu'il y avait aussi des conformités identitaires qui n'étaient pas les miennes. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait des études d'ingénieur puis d'architecte après, j'étais très mal à l'aise. J'étais très médiocre à l'école d'ingénieur, j'étais très médiocre à l'école d'architecture, et je pense d'ailleurs que je suis toujours encore un peu médiocre. Mais cette médiocrité a réveillé chez moi une anxiété salutaire. Et créative. Et créative. Vous savez, vous ne le savez pas, ce qui m'a réveillé, c'est que j'avais 14 ans. J'étais très mauvais, en classe de 4e ou de 5e, ou 3e, je ne sais plus. Et un monsieur Jean, me donne des cours de maths dans son HLM. Imaginez, 6h30 le matin, j'y allais à pied, puis après à 7h30, je partais au collège à pied. Ça vous a marqué. La cuisine, nappe cirée, la lampe au-dessus, le frigo, il ouvrait le frigo, il prenait un verre de banga, il ne m'en proposait pas, et je n'aurais jamais osé demander quoi que ce soit. J'étais un microbe, j'étais rien, moins que rien. Et là, il me dit, Rudy, la géométrie, c'est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. À partir de ce moment-là, c'est comme une balle qui m'a traversé le cerveau au ralenti. Vous savez, imaginez un spectre futuriste. Il m'a rétabli. Et je suis devenu très fort en maths, et puis en géométrie descriptive, et ainsi de suite, etc. Mais ce type m'a sauvé. Il m'a sauvé sur une phrase qui a développé chez moi cette anxiété, cette paranoïa contrôlée et lucide. Et je me suis dit, donc tout ce que je vois du réel n'est pas la réalité. Et après, vous avez bâti la réalité. Oui, enfin, j'essaye. Vous avez essayé, mais enfin, évidemment, avec toutes les réalisations qu'on connaît, vous y êtes arrivé. On vous surnomme, peut-être à tort ou peut-être de façon un peu... Aïe. Oui, non, le virtuose du béton, pardon de cette banalité. Le Corbusier, qui bien sûr, on en a parlé, utilisait ce matériau. On va l'écouter, je ne sais pas s'il a été un de vos maîtres, en tout cas, on va l'écouter dans une archive qui date de 1962. Les bâtiments s'arrêtent au béton brut. On a fait toutes sortes de commentaires là-dessus. J'ai découvert dans la détresse du chantier du béton brut que le béton brut était un matériau admirable et qu'on pouvait, avec le béton brut, l'accepter tel qu'il est tout nu. On accepte bien des hommes et des femmes nus, pourquoi pas le béton. Alors, qu'est-ce que vous y trouvez, vous? Pourquoi vous vous êtes mis à travailler le béton? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit, Corbu? On accepte des femmes nues, pourquoi pas le béton? Il a dit ça. Oui, c'est pas... Bon, on n'est pas sûr qu'il ait été très féministe, hein, quand on voit comment il a traité Charlotte Perriand. Et Ingray, tout le monde, là, il était... Ouais. On n'est pas sûr qu'il les ait bien mises en valeur, ou en avant. Mais, en tout cas, il a utilisé le béton. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce matériau? D'abord, ce matériau existe depuis les Romains. Hein. Vous savez que la coupole du Panthéon à Rome, c'est du béton. Hein. C'est les Romains qui ont inventé le béton. Donc c'est un matériau de proximité. Ce que j'aime dans le béton, c'est la responsabilité politique de cette matière, dont l'empreinte environnementale est extrêmement favorable. Il y a beaucoup d'inexpertise sur ce qu'on dit à propos du béton. D'abord, c'est un matériau de proximité qui se développe dans une chaîne courte de production et qui défend des vrais métiers. Et donc une mémoire du travail. Et donc participe d'abord à une clé de redistribution des richesses, et deuxièmement aussi participe de la solidarité économique et sociale. On est dans la proximité, on est dans la main, on est à portée de main de tout ce qui se fait. C'est un matériau qui n'est pas très cher, qui n'est pas très coûteux, c'est ça qu'on peut dire? C'est un matériau qui a le principal avantage d'être fabriqué dans les pays qui le produisent. On n'a pas besoin d'importer de l'acier de Turquie, des produits chinois, on le produit ici. Dans tous les pays du monde, le béton n'est jamais un matériau spéculatif. Et vous pouvez le changer, il est innovant, vous pouvez le transformer. Et il est recyclable. C'est un matériau du charme. Évidemment, dans les banlieues, il a poussé à l'effroi.
Et ça, c'est la responsabilité des architectes. On en a vu, c'est vrai, les effets pervers du béton à outrance, de ces grandes barres sans aucune qualité, sans aucune tendresse, surtout. Mais il y a la beauté du béton. On aperçoit bien sûr ce pavillon noir qui est magnifique, à Aix-en-Provence, encore une fois. Il a 20 ans, hein. Il a 20 ans, ce bâtiment, effectivement, pour la compagnie d'Angelin Préjocage, plus que chorégraphe. Vous travaillez à Bandol, Rudi Ricciotti, c'est là que sont vos bureaux. Au village. Dans le village. Vous travaillez d'ailleurs beaucoup, évidemment, dans la région, dans le sud de la France. On a parlé du Mucem. Pas tant que ça, mais aussi ailleurs. Mais ça veut dire quand même que vous restez attaché à cette région, à ce sud, à ce soleil, à ce... Vous savez, je vais travailler en pédalo. Vous me croyez, là? On peut imaginer, pourquoi pas. Non, mais parce qu'on me dit souvent, vous travaillez dans une proximité territoriale. Et alors, cette proximité territoriale, oh, mais quelle belle photo! Ah bah écoutez, c'est tout de même votre pays, un peu. Non, mais attendez, mais c'est un photomontage. Ça doit être Bandol. Non, mais je sais pas. Ça, c'est mon agence, mais la baie, elle n'est pas comme ça. Mais bah si, forcément. Alors là, je suis d'accord. Oui. C'est un paysage idéal. Voilà. Ça, si on ne l'a pas reproduit... Ouais. C'est là que vous créez. Voilà, c'est là que vous créez. Alors, attendez, on va poursuivre cette conversation, on va écouter ça nourrit une paranoïa. Voilà, l'horizon métaphysique de la Méditerranée nourrit une paranoïa permanente. L'anxiété. C'est une mer de fous. On doit être très serein quand on voit ça. Attendez, la Méditerranée, c'est une mer de fous entourée de cinglés. Parce que changeante, parce que dangereuse, parce que... Une déchirure qui ne cicatrisera jamais. C'est ça, la Méditerranée. Parce que sale aujourd'hui, parce que menacée... Mais elle n'est pas sale du tout, mais c'est sans espoir. Ce n'est pas un projet, la Méditerranée. C'est un fait. Oui. C'est une invasion. Mais inspirant. Questionnant. Si on voit le Mucem, c'est là, c'est au bord de la Méditerranée. Mais le Mucem, quand je l'ai dessiné, c'est un concours international. Je me dis, on ne peut pas impunément construire au bord de la Méditerranée sans être ridicule. C'est Montesquieu qui disait, à courir l'exception, on court le ridicule. Et le Mucem raconte l'anxiété, la difficulté existentielle de l'architecture au bord de la Méditerranée, qui pardonne rien. Pourtant, c'est très aérien, c'est très apaisant. La lumière rentre. Attendez, mais j'ai absorbé. Je suis un homme d'intérieur. Voilà. J'absorbe les scories de la difficulté existentielle, les scories du mal, je les absorbe et j'essaie de les rendre, de répondre différemment. Vous ne croyez pas, je sens. Si. Ah si, ça m'intéresse beaucoup. On va écouter la question d'un téléspectateur et on continue cette conversation. Il me déteste. Pas du tout. On vous trouve passionnant, Rudi Ricciotti. On écoute le téléspectateur. Rudi, si vous ne deviez garder qu'un seul objet toute votre vie, ça serait lequel? Ah là là, un seul objet. De l'enfance, non. Un objet sur toute la vie, enfin l'objet le plus important, c'est le lit. Le lit. Ah, le lit. Ah oui, oui. Vous y travaillez dans votre lit, peut-être? Non, mais j'adore dormir. Non, le lit, c'est majeur. C'est plus important que la télévision, le réfrigérateur, le fusil de chasse. Ça, sur le fusil de chasse, oui. Ça, le lit, c'est majeur. Attendez, je ne peux pas envisager de vivre sans avoir un lit confortable, très très large, très épais. Et pourtant, c'est un travailleur, hein. Il ne faut pas croire. Merci de me défendre. Oui, vous êtes donc architecte, vous avez publié aussi de nombreux ouvrages. 18, récemment L'exil de la beauté. Il y avait eu aussi L'architecture est un sport de combat. Alors là, dans L'exil de la beauté, là, vous menez, j'allais dire, un autre combat contre ce que vous appelez la beauté pasteurisée, au fond, le bon goût officiel. Vous revendiquez le mauvais goût Écoutez, presque. Parce que je pense que la vulgarité est une transcendance de la générosité. Mais moi, je suis dans une extrême désillusion quant au rôle de la culture aujourd'hui. Je pense que la culture a fauté, que la culture a trahi, qu'elle n'est plus porteuse d'émancipation, et qu'elle est dans le train, dans le fourgon à bagages avec les blessés, le courrier postal. Et que l'avant-garde de la société, ce n'est plus la culture, ce sont les médecins qui défendent notre santé, les enseignants qui défendent l'éducation de nos enfants, et en particulier la défense nationale qui défend nos valeurs et nos libertés. Par voie de conséquence, on arrive à la conclusion que la culture est devenue un phénomène de croyance, de superstition, et qui ne fait que, finalement, que renforcer la difficulté existentielle au lieu d'aider à accepter l'héritage.
Vous êtes très... L'héritage démocratique, très notamment. radical. Vous dites, nous vivons une faillite de la culture, c'est évidemment... Mais vous en faites partie, vous, Rudy Ricciotti, de cette culture. Vous la défendez à votre façon. Je défends une idée de la culture française, oui, effectivement. Bien sûr, Pour dire vous que témoignez avec vos bâtiments, d'abord, vos je créations. suis un patriote, j'aime mon pays, j'aime la France, très très fortement. Un mot qu'on n'entend plus, d'ailleurs. Hein. Et... oui, mais le rôle de la culture, c'est aussi de frayer à la limite des lisibilités politiques. Mais ça veut dire je sais que des fois, je dis des bêtises. J'ai écrit des choses extrêmement violentes dans mes livres. Mais au moins, c'est dit. C'est dit. C'est aussi une forme de désespoir. Vous savez, aujourd'hui, le champ esthétique est extrêmement réduit. Je veux dire, c'est le vrai combat, il est esthétique. Mais vous ne pouvez pas dire ça dans un pays comme la France, où précisément la richesse de ce pays, c'est son histoire, son patrimoine, sa culture. Mais je ne condamne pas l'histoire de la France, je parle de l'actualité la plus récente. Certainement pas. Mais la matrice esthétique, l'épaisseur esthétique, vous savez qui l'incarne aujourd'hui? De façon la plus romantique, la Légion étrangère. Ouais. C'est de vous, mais ça fait allusion à l'histoire, parce que... La Légion étrangère, mais quelle générosité, quel mode de pensée, quelle attitude, quel don, ce pilier de l'universalisme républicain qui donne sa jeunesse pour défendre les valeurs de l'héritage démocratique. Mais les artistes, qui dans la culture défend ça? Mais les acteurs, les metteurs en scène, les gens du spectacle vivant, les auteurs, vous avez l'impression que tout ça est mort, que non, tout attendez, ça non, attendez. est en décadence? Non, attendez, ils n'incarnent plus l'avant-garde de la société. Voilà. Ils n'incarnent plus, je pense, mais moi y compris, attendez, nous, les cultureux, n'incarnons plus l'avant-garde d'une société démocratique et républicaine. Je crois qu'on est complètement dépassé par la situation. Ce sont les politiques qui ne vous ont pas suffisamment soutenu? Écoutez, alors là, les politiques, il faut arrêter de leur taper dessus. Les politiques sont des gens extrêmement généreux, qui donnent leur vie, qui donnent leur quotidien à partager des responsabilités. Le problème ne sont pas les politiques. Il faut arrêter de taper sur les politiques. Mais je pense que les cultureux, nous ne remplissons plus notre rôle. Je dis nous, mais moi avec. Ça, je m'agite, mais... Oui, parce que quand vous parlez du bon goût, enfin, ou de la beauté, cette beauté aseptisée ou au contraire devenue ou banalisée, qu'est-ce que c'est que le beau? Qu'est-ce que c'est que faire quelque chose de beau? Puisque vous, c'est ce que vous recherchez. Peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être vous cherchez peut-être plus le... Il faut lire au moins L'exil de la beauté. Oui. J'ai écrit 150 pages sur ce sujet de manière la plus désespérée, mais la plus déconnante possible. Si vous avez lu que je traite avec beaucoup de dérision des sujets très graves. D'ailleurs, si mes livres se vendent très très bien, que ce soit l'architecture, le sport, le combat, l'exil de la beauté, c'est parce qu'on rit. Et la question du rire, elle me paraît majeure. Alors je ne souris pas, je suis quelqu'un qui ne rit pas, je peux pas... C'est mon côté Louis Jouvet. Enfin, oui, mais vous êtes... vous avez mais je ris intérieurement. Comme je dis, je suis un homme d'intérieur. Vous savez, il y a femme d'intérieur, je suis un homme d'intérieur, et je ris intérieurement énormément. Et qui s'extériorise beaucoup. Oui, mais je suis sincère dans ce que j'affirme. Quand je vous dis que j'admire la Légion étrangère, c'est quelque chose, c'est pour moi un vrai projet esthétique, la Légion étrangère, par exemple. Depuis le temps que je les observe et je les analyse, mais quelle messagerie, quel partage. Quand même, quel partage, quel sacrifice, non? Oui, bon, moi j'aurais dit... Ça vous fait pas rêver dans votre émission? J'aurais dit la peinture, j'aurais dit la littérature, j'aurais dit... Oh oui, mais attendez, mais c'est comme... J'ai vu dans une de vos émissions quelqu'un qui dit « Mais qui aimez-vous » Alors l'invité, qui est un charmant musicien, brillant d'ailleurs, dit Caravage pour sa modernité. Ça doit être Philippe Jarouski, ça. Voilà, ouais, mais d'accord, enfin, faut faire un peu d'effort quand même. Mais chacun aime ce qu'il aime. Non, mais d'accord, mais attendez, alors, dans le milieu de mon entourage, c'est une belle référence. Je ne vois que des femmes qui disent « je suis dingue de Caravage ». Et l'alter ego de ça, c'est « je suis fou d'art contemporain ». Au bout d'un moment, ça commence à bien faire, alors, quand même. On va vous proposer d'aller voir justement un peintre qui est autre, mais qui est évidemment, pour lequel vous avez travaillé. C'est Picasso, puisque la Sucrière de Lyon, Rudy Ricciotti, nous propose une exposition immersive qui s'appelle Imagine Picasso. Vous en avez d'ailleurs vous-même, j'allais dire, construit la scénographie. Et c'est le choix de la rédaction, on va en parler ensemble. Bon. Et à découvrir encore quelques jours l'exposition immersive Imagine Picasso à la Sucrière de Lyon. Les visiteurs se promènent au cœur d'images géantes et découvrent plus de 200 tableaux de Picasso en kit.
Une approche qui plonge le spectateur au cœur des œuvres peintes par l'artiste pour en explorer les détails. Une expérience qui offre un regard neuf sur l'œuvre de Picasso et dont la scénographie a été imaginée par vous, Rudy Ricciotti. Alors, racontez-nous comment vous avez travaillé sur cette exposition. D'abord, on pénètre dans l'œuvre de Picasso, c'est ça, le principe de l'exposition. C'est un travail chez moi, dans mon cabinet de Romain Bouchy, excellent confrère et assistant, avec très peu de moyens, très rapidement, mettre en verticalité et en horizontalité, différemment, l'œuvre de Picasso, en changeant l'échelle. Picasso lui-même détestait l'accrochage. Il détestait ça, l'accrochage, il trouvait ça insupportable. Et cette idée de l'oblique est venue pour faire défiler les images dans un rapport presque voyeuriste. On les voit, on change l'échelle, on voit la marque du pinceau. Et bon, c'est un travail collectif avec Isabelle Mauger, hein, qui est l'inspiratrice de... Donc c'est des immenses projections, finalement. Voilà, mais c'est pas nouveau, là, l'exposition immersive. Bien sûr, ça avait été créé par Isabelle Mauger et sa famille au Beau-de-Provence. Au Beau-de-Provence, il y a également un lieu à Paris qui propose ces expositions-là. Ouais, mais c'est elle qui avait créé ça il y a 50 ans, presque 50 ans, enfin son beau-père. Voilà. Et c'est une façon, est-ce que vous diriez que c'est une façon de démocratiser, entre guillemets, la peinture, l'œuvre Je ne rentrerai pas dans ce type de propos qui est ce que le ministère de la Culture reproche aux expos immersives, mais je pense que c'est une occasion aussi de rentrer dans la peinture. Quand je vois des enfants plonger sur le sol et toucher les images. Mais quelle émotion! Les enfants touchent les images. Ils ont un autre rapport à la physicalité de l'œuvre de Picasso, de l'œuvre du maître, et ils en prennent toute la dimension plastique et esthétique. On ne leur demande pas, aux enfants et aux visiteurs, d'avoir une connaissance de l'œuvre de Picasso pour rentrer dans la compréhension. D'autant plus que les œuvres sont pliées, changent de plan, mais elles ne sont pas déchirées. Il n'y a pas de violence faite à l'œuvre de Picasso. En tout cas, on peut en juger grâce à cette exposition, notamment. Très gros succès, cette exposition. Évidemment. Jusqu'à fin février, je crois. Voilà, vous avez raison de le souligner. La Sucrière à Lyon. Votre œuvre d'art, Rudy Ricciotti, puisque vous avez choisi, avant de refermer ce magazine, alors de nous parler de deux artistes, enfin d'un auteur et d'un réalisateur qui vous sont chers. Vous allez nous dire pourquoi. Pasolini d'un côté et Malaparte de l'autre. Pourquoi ce rapprochement déjà et qu'est-ce qu'ils ont été pour vous ? Qu'est-ce que leur esthétique vous a apporté? D'abord, j'aime beaucoup la littérature contemporaine italienne. Et puis ces deux personnages qui sont aux extrêmes. On reprochait à Malaparte d'être capitaine des armées fascistes et Pasolini d'être communiste. Communiste. Ouais, enfin Pasolini quand même qui bouleverse la gauche italienne avec 30 ans, 40 ans d'avance sur la gauche française en affichant son homosexualité. C'est brillant. Ça, c'est l'Italie aussi. Il va en mourir, mais... Oui, il va mourir, enfin... il semblerait que ce soit sans doute peut-être dans des conditions peu expliquées, mais... Ouais. Et Malaparte, qui fait un état descriptif de la guerre, de sa violence, évidemment, il en parle en dénonçant l'absurdité, mais il a cette audace de travailler la question de l'esthétique de la guerre. On retrouve ça bien plus tard dans le film Apocalypse Now, par exemple. Vous savez, ce film qui fait partie qui est classé monument historique à la Bibliothèque nationale de Washington, car il ne faudrait pas l'oublier. Et cette esthétisation de la violence, on le voit par exemple dans Le ciel est aveugle, un de ses premiers livres, où il parle de la bataille des chasseurs alpins français contre les Italiens, et il décrit les éclats d'obus dans les falaises de granit qui dessinent des anges argentés, les obus qui tombent dans la terre noire, des sèches noires, des sèches monumentales, etc. Mais tout le récit de Malaparte est extrêmement esthétisant. Comme le cinéma de Pasolini. Ben oui, y compris lorsqu'il va en toile sur l'île de Lipari, on a l'impression qu'il part en vacances au Club Med, car il décrit les champs, les agrues, etc. Et Pasolini, quant à lui, je ne trouve pas les mots pour en parler, tellement il est énorme, il est gigantesque. Il faut revoir ses films et bien sûr relire Malaparte. Ah ben attendez. Deux artistes inséparables à vos yeux, en tout cas. Merci beaucoup, Rudy Ricciotti, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci. Merci de vous être autant exprimé. L'exil de la beauté,
Évidemment, c'est assez stimulant, voire dérangeant. Mais, oh, vous avez ri, attendez. Oui, oui, on a ri. Merci infiniment. On peut revoir cette émission ce soir et demain à 13h. Et lundi, nous recevrons François Berléand pour un nouveau numéro de Passage des Arts. Merci beaucoup, Rudy. Merci.